Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet, les 7 pas fondamentaux pour un sommeil parfait, selon la nutrition fonctionnelle. Alors, pour parler de ça, on va commencer, quand on parle de 7 pas fondamentaux, pourquoi je parle de 7 pas fondamentaux? Vous vous rappelez de l'arbre. L'arbre. On commence par l'arbre. Qu'est-ce qu'on a dans notre arbre de la nutrition fonctionnelle? On a le sol, on a les racines, les troncs et les feuilles. Quand on parle du sol, on va parler de tout ce qui est modifiable. Et dans le modifiable, on aura l'activité physique et le mouvement, on aura l'alimentation et hydratation, on aura le stress et la capacité de résilience de la personne, on aura le rapport avec la nature, le travail, la famille, et on aura le sommeil. Ça veut dire que le sommeil est déjà un problème universel. Il est dans le sol. C'est quelque chose qu'il faut régler de suite. Mais attention, attention. Quand on va commencer par cette modifiable qui c'est le sommeil, normalement la personne qui a insomnie, qui dort mal, qui se lève trop tôt, plusieurs cas de sommeil. Il y a ceux qui ont de l'apnée du sommeil. Enfin, des problèmes de sommeil. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que du côté médical, on peut lui proposer la benzo. Je ne peux pas dire le nom du médicament complet parce que sinon il me coupe la vidéo. Donc quand j'ai dit benzo, vous savez qu'est-ce que c'est, j'espère. Donc 90% de protocoles d'insomnie, c'est lié à benzo, côté médical. Côté non médical, qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce que vous proposez normalement? Vous proposez magnésium, vous proposez passiflore, vous proposez valériane. Est-ce qu'on est d'accord? Des plantes, quelques plantes, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette dimension? Déjà, quand vous proposez, vous, professionnels de santé, j'ai oublié quelque chose de très important. Il y a des personnes ici qui ne me connaissent pas. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste naturopathe spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. Et aujourd'hui, on va parler d'une transformation extrêmement importante qui c'est le sommeil. Quels sont les 7 pas fondamentaux que, indépendant de quoi que ce soit, vous allez suivre ce 7 pas. OK? Et j'étais en train de donner des possibilités de traitement que normalement, c'est ça que les gens font. Mais la nutrition fonctionnelle, elle ne fait rien de ça. Pourquoi, Elisa? Parce que quand on va prescrire la benzo, on va déjà avoir des conséquences à long terme en termes de mémoire. Les études montrent A plus B, hyper prouvé, que l'utilisation de benzo, elle a un côté de dépendance, point numéro 1, et point numéro 2, elle va intervenir dans la mémoire, entre autres, de notre client ou de notre patient. Et c'est très difficile, c'est comme la cigarette, c'est très difficile de se défaire de cette benzo. De l'autre côté, vous donnez des plantes qui, en 80%, c'est pas moi qui dis ça, ok? Ça ne résoudra pas le problème du sommeil de votre client et de votre patient. Il sera déçu avec votre intervention. Il va chez lui et il va dire « Non, je n'y vais plus à ce professionnel parce qu'il n'arrive pas à résoudre mon problème de sommeil. » Et là, je vous pose la question. Pourquoi il n'arrive pas à résoudre? Parce que vous n'avez pas pris en considération la personne entière. Et c'est ça qu'on va faire là aujourd'hui. Donc, le premier
chose que je voudrais vous dire, c'est on va mettre cette personne dans la matrice fonctionnelle, mais n'oubliez pas que le sommeil, par rapport à l'arbre, on est bien dans le sol. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans le sol qu'on ne s'intéresse pas par les antécédents, par le déclencheur. Comment cette histoire de sommeil a commencé? À combien de temps mon patient a ce problème de sommeil? Quel âge a mon patient? Parce que ça va jouer énormément. La question de la biochimie personnalisée va jouer aussi. Je vais essayer de montrer tout ça aujourd'hui. On va voir si je vais arriver. Alors, premier point, quelle est la fonction du sommeil? Je voudrais ouvrir une autre branche en termes de fonction du sommeil. Le sommeil, déjà, il va contribuer au contrôle de la pression artérielle. Le sommeil, il est lié à la mémoire, à la cognition. Le sommeil, c'est le moment que notre corps va avoir la possibilité de se refaire. C'est le moment qu'on appelle de la restauration, de restaurer le corps. Il y a deux choses qui vont restaurer le corps. C'est la nourriture, et c'est pour ça c'est intéressant ça, qu'on a le mot restaurant. Parce que restaurant va restaurer nos cellules, nos tissus, nos organes. Et le deuxième élément qui va restaurer nos cellules, nos tissus et nos organes, c'est effectivement le sommeil. Et il y a un autre point qui est important pour le sommeil, si je parle alors de réparation, de restauration, c'est restaurer le système immunitaire. Donc, une personne qui ne dort pas bien, elle aura, dans le cours du temps, dans les années, dans le temps qui va venir, un système immunitaire dégringolé. Et là, elle sera plus susceptible à toutes les maladies que nous sommes en train de vivre en ce moment et d'autres. Il ne faut pas oublier aussi que le sommeil, il a la capacité de moduler notre comportement social. Les personnes qui ne dorment pas, elles seront beaucoup plus agressives, elles seront beaucoup plus énervées, elles vont avoir un manque de productivité et elles vont avoir quelque chose qui s'appelle le craving, une envie énorme de manger du sucre. Ça fait partie de notre processus de manque de sommeil. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On pourrait dire aussi, je peux passer 2 heures en train de parler de fonction du sommeil. Mais je voudrais aussi accentuer que le sommeil est lié à une neurohormone qui s'appelle mélatonine. Et cette mélatonine, on va voir plus tard qu'elle est complètement liée à un processus de méthylation. Donc, avant de donner vos plantes, avant de donner votre benzo, vous avez besoin de regarder la biochimie individuelle de ce patient. Parce qu'il y a plusieurs questions qu'on va se poser avant de donner la plante A, B ou C. Vous voyez que je ne suis pas très concernée en vous expliquer, en vous faire une liste de quelles sont les plantes pour dormir. Ça ne sert pas à grand chose parce que les plantes pour dormir, vous allez trouver partout, dans tous les bouquins, dans toutes les références et dans toutes les formations. Et spécialement les formations qui sont associées au laboratoire. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vous donner toutes les raisons au monde pour que vous allez prescrire la plante A, B ou C qu'ils ont eux à votre client ou à votre patient. Mais si vous avez des expériences en nutrition, je ne parle pas de nutrition fonctionnelle, expérience en nutrition, vous savez que 80%, ça ne marche pas. Ça commence à marcher parce qu'il y a
une question d'action, ça veut dire que le patient, il sort des pré-contemplations et des contemplations et il veut que ça marche. Donc, il commence à prendre et il dit, ah là, c'est beaucoup mieux. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il va voir que ça ne marche pas. Et là, il va vous lâcher. Enfin, c'est le mécanisme du sommeil. Il va passer par 3 phases, le sommeil. On a la phase d'induction, qui c'est dormir facilement. On a la phase de maintenance, qui ça veut dire ne pas se réveiller 1000 fois dans la nuit. Et on a la phase du réveil. Et là, quand on prend de la benzo, le réveil est très, très compromis. La personne, elle ne se sent pas revigorée. Elle se sent encore fatiguée, malgré elle a dormi. Mais elle se sent encore fatiguée. Et dans ces 3 phases d'induction, les plantes là que j'ai parlé et que vous voulez donner, elle est plutôt pour la phase d'induction. Et dans la phase d'induction, vous avez l'habitude de donner, les plantes que vous donnez, je vous dis qu'elle est plutôt pour la phase d'induction. OK? Mais, il y a un grand mais, c'est que la phase d'induction, qu'est-ce que se passe en termes biochimiques? Diminution des catécholamines. Vous savez qu'est-ce que c'est un catéchol? Vous savez qu'est-ce que c'est une amine? Vous savez qu'est-ce que c'est une catécholamine? Et là, il y a des gens qui ont mémorisé ça, mais ils ne savent pas trop qu'est-ce que c'est un catéchol. Mais ils savent que catécholamine, c'est tout simplement dopamine, adrénaline et noradrénaline. Réfléchissez avec moi. Notre objectif ici, c'est de prendre du temps pour réfléchir. Je ne veux pas que vous soyez ici pour avoir de recettes. Il n'y a pas de recettes. Vous allez à la force, parce que je suis trop insistante, commencer à réfléchir. Si je parle de catécholamine, si je parle d'adrénaline, je parle du système nerveux sympathique. S'il y a une diminution de catécholamine dans la phase d'induction pour que la personne puisse dormir, est-ce que vous êtes d'accord que si mon patient ou mon client est très anxieux au moment qu'il va dormir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de dormir, il commence à cogiter tout ce qu'il faut faire le lendemain. Ah mon Dieu, demain il y a ça, demain il y a ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas eu le temps de faire ça, je n'ai pas eu le temps de faire. Et là, les stress qui montent. Comment vous voulez que votre plante ne va rien faire si on est dans cette condition-là? Mais si vous ne parlez pas avec votre client, si vous ne changez rien par rapport à ça, il ne va pas dormir. Impossible. Parce que pour dormir, j'ai besoin d'une baisse de catécholamine. Et donc, les anxieux, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Monsieur, 2 solutions. Avant de dormir, on peut se calmer. On peut arrêter tout ce qui est téléphone, télé, mauvaises nouvelles, lire des emails. Il faut arrêter avant de dormir. Ah, mais vous allez faire ça avec tout le monde? Écoutez-moi bien. Je suis en train de régler un problème de sommeil de quelqu'un qui m'a dit qu'il ne dort pas bien, que ça, c'est gênant pour lui. C'est ça que parfois vous ne comprenez pas. Ah, Elisa, mais moi, j'adore regarder la télé le soir. Est-ce que vous avez un problème de sommeil? Non, donc je ne parle pas à vous. Je parle aux gens que, pour une fois, pour toutes, veulent régler leurs problèmes de sommeil. Ah, mais il ne veut pas faire ça. S'il ne veut pas faire ça, c'est parce que vous n'avez pas établi avec lui une bonne relation. Vous n'avez pas fait ce qu'on appelle l'empathie. Donc, il ne va pas vous suivre. Avant de commencer votre travail, il faut établir une alliance thérapeutique avec votre patient. Et pas l'asseoir là devant vous et commencer à dire, écoutez, vous voulez avoir pas de somme, à dormir, vous allez arrêter toute votre connerie là de télé. C'est pas comme ça. Si vous voulez avoir du succès, il faut avoir de la patience.
et dire clairement, il faut activer le sympathique. Non, non, il ne faut pas activer le sympathique. Jean-Pierre, c'est le contraire. Il faut activer le parasympathique, pas activer le sympathique. Non, non, non. Activer le sympathique, c'est augmenter le cortisol, diminuer la mélatonine. Pas du tout. C'est pas ça. Cohérence cardiaque, c'est une technique. Jean-Pierre, il ne faut pas activer le système nerveux sympathique. Je suis en train de vous dire qu'il faut baisser les catécholamines. OK? Enfin, donc, une solution, c'est que cette personne, elle va noter dans une feuille tout ce qu'elle doit faire le lendemain. Elle va regarder à ça et elle va dire, OK, j'ai fait ma liste de tout ce que je vais faire demain, je mets ici et maintenant je peux dormir. Ça sont les gens qui sont anxieux. Il y a pas mal de techniques qu'on peut utiliser, mais je ne suis pas là pour donner toutes les techniques. Je suis là pour vous expliquer pourquoi donner une plante A, B ou C ne va pas marcher comme ça. Parce que dans la phase d'induction, on a besoin de diminuer les catécholamines. Une autre question, l'activité physique, elle augmente les catécholamines. Et il y a pas mal de personnes qui font activité physique le soir. Est-ce que c'est interdit? Ça dépend. C'est interdit pour ceux qui ne dorment pas. Il ne faut pas faire de la... Pour ceux qui ne dorment pas, il ne faut pas faire de l'activité physique le soir parce que ça va augmenter les catécholamines. Il faut tout faire pour baisser les catécholamines. Donc, premier pas, je vais dire 7 pas. Premier pas, on est dans la phase d'induction. On va diminuer tout ce qui est exposition à mauvaises nouvelles, lecture des emails. On va faire la liste du lendemain. On va essayer de nous calmer. Ça, c'est le premier point. OK? Tout ce que je vous dis, ça donne l'impression d'être un anodin bête, idiot même. Je vais vous dire que je suis arrivée à baisser la tension artérielle d'une personne qui avait, je vous jure, il y avait 20, 19, 22, par je ne sais pas combien, qui prenaient tous les médicaments en train d'utiliser les sols, tous les éléments modifiables. Tout est possible, croyez-moi. Alors, dans ce premier pas, qu'est-ce que je suis en train de vous dire quand je dis de baisser les catécholamines? C'est de gérer les émotions. Apprendre à gérer les émotions, mais pas dire à la personne, gérez vos émotions. Vous savez qu'elle ne sait pas gérer. Donc, il va falloir donner des techniques. Une technique A, une technique B, une technique C. Il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour apprendre à gérer nos émotions. Arrêtez de regarder la télé. Arrêtez de voir de mauvaises nouvelles en train de regarder tous nos emails le soir. Plutôt quoi? Rire, rigolade, écouter à la radio, par exemple, des trucs drôles pour effectivement baisser l'anxiété, baisser les stress. Ça, c'est un premier point. Est-ce que j'ai noté d'autres choses par rapport à ça? Non. Donc, quel est parmi vous le professionnel de santé qui ne vont pas dans un premier moment, quand la personne dit « Ah, mon problème, je ne dors pas mal », tout de suite vous donnez valériane, magnésium, et je ne sais pas quoi, faux ou vrai? Et c'est là votre faute. Vous n'avez pas regardé l'hydratation. Vous n'avez pas regardé l'alimentation. Je suis qu'au premier pas, que c'était baisser les catécholamines. OK? OK, Jean-Pierre, tout va bien? Si, réponse Aurore, oui, oui. Parce que Aurore, Aurore a demandé, quand il y a des apnées du sommeil, on arrive aussi à aider avec la nutrition fonctionnelle. La question est pourquoi la personne a des apnées du sommeil. Si vous n'arrivez pas à me répondre ça, c'est une fois de plus, arrêtez, descendez de l'arbre. Vous voyez, apnée de sommeil, vous voulez régler l'apnée de sommeil. Non,
vous n'allez pas regarder comme ça. Vous allez regarder l'étiologie du problème. Pourquoi cette personne a apnée de sommeil? Pourquoi? Est-ce que c'est normal d'avoir apnée de sommeil? Normalement, attention, l'apnée du sommeil est liée à obésité, à surpoids. Si vous ne réglez pas le problème de surpoids, qui peut-être il y a aussi une hypochloridrie, jamais elle va dormir. Jamais vous allez régler l'apnée du sommeil. Jamais. Est-ce que le réveil à cause des rêves sont considérés comme insomnie? Insomnie, écoutez, le rêve, si la personne, ça devient une habitude, parce que rêver, avoir des cauchemars, c'est lié à plusieurs théories. OK? La question, on va être objectif. Comment vous expliquer? Il faut se concentrer sur l'essentiel. Est-ce que cette personne est allée chez vous parce qu'elle a du cauchemar? Non. Elle va chez vous parce qu'elle ne dort pas bien. Et vous allez prendre tous les paramètres. Ça, c'est un paramètre. OK? Alors, pas numéro 2. Pas numéro 2, c'est l'heure que cette personne va dormir. Et là, on va faire comme image, carte mentale, la pyramide du Louvre. Hein? Oui. Imaginez la pyramide du Louvre. Première heure, 20 heures. Deuxième heure, 22 heures. Vertice de la pyramide. Vertice de la pyramide. 2 heures du matin. Pardon. 20 heures, 22 heures, minuit. Vertice de la pyramide. 2 heures du matin. Maintenant, on va commencer à descendre la pyramide. 4 heures et 6 heures. Ah bon? De quoi vous me parlez, Elisa? Je vous parle d'une neurohormone qui est essentielle pour la production du sommeil qui s'appelle mélatonine. Je vous donne les pics d'augmentation de la mélatonine. Et la pyramide, les apses, les vertices de la pyramide du Louvre, c'est à 2 heures du matin. À 2 heures du matin, c'est le maxi de production de mélatonine. Et on va commencer la production de mélatonine à 20 heures. Et là, je vais vous donner un truc que vous n'allez jamais m'oublier. Jamais vous allez m'oublier. Vous savez qu'est-ce qui se passe à peu près entre 19h, 19h30, que la personne est devant la télé et qu'elle fait 19h, 19h30, 20h. C'est le premier petit pic de la mélatonine. Et la personne, elle dort. Elle pique le nez. Et là, quand elle se réveille, elle ne dort plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a raté le train de la mélatonine. Elle a raté le train de la mélatonine. 20h, 22h, minuit. Il faut dormir à 22h. Ah, Elisa, tout le monde. Je parle des personnes qui sont avec un trouble de sommeil. À 22 heures. Et le pic du nez là, taf. Ça veut dire que quand elle va essayer de dormir, elle a raté le train. Vous comprenez? Ça, c'est top. Ça, c'est top. 22 heures. Alors, attention à ma phrase. Vous allez vous coucher à 22 heures. Je ne peux pas jurer que vous allez dormir à 22 heures. Donc, si vous mettez un petit peu avant de 22 heures, pour ne pas rater le train de 22 heures, il y a le train de 20 heures, 22 heures, quel train vous allez prendre? Si vous ne prenez pas le train de 22 heures, ne prenez pas le train à 23. C'est mieux de prendre à minuit. Si vous ne prenez pas à minuit, ne prenez pas à 1 heure du matin, c'est plutôt à 2 heures. Vous comprenez qu'est-ce que je suis en train de vous dire?
C'est normalement, chacun a sa biochimie individualisée. Mais il faut commencer par quelque chose. Et les études montrent exactement ça. Et ces heures de pic de mélatonine vont coïncider avec le contraire en termes de cortisol. Donc, dans la pyramide, la mélatonine sera au plus bas à 6 heures du matin. Et elle va commencer à augmenter les niveaux, on aura une augmentation du cortisol à 6 heures du matin. Donc, cortisol et mélatonine, on peut même mesurer le rapport cortisol-mélatonine à 2 heures précises pour voir où on est au niveau de ce rapport-là. Si on a trop de cortisol et très peu de mélatonine, où on devrait avoir l'envers, ça complique tout. Et le cortisol, c'est un problème de surrénal. Donc, il va falloir régler la surrénale. Vous comprenez? Pour régler mon problème de cortisol. Sinon, vous ne dormez pas. Vous pensez que quand je dis sommeil, alimentation, tout est simple. Rien, c'est simple, la phrase, mais c'est très complexe de régler les choses. Donc, le pas numéro 2, c'est l'heure de dormir à cause de cette question de la mélatonine, que la mélatonine est une endoléamine qui est sécrétée, produite 5% par notre glande pinéale au niveau de notre cerveau. 5%. Il y a aussi une production, et c'est celle-là qui sera utilisée pour le sommeil. Je ne vais pas faire un cours de mélatonine, sinon on va jusqu'à demain matin. Mais l'important, c'est ça. C'est qu'on peut avoir une production d'endoléamine au niveau de glande pinéale, dans le pinéalocyte et dans la mitochondrie de pinéalocyte. Question, où est-ce qu'est synthétisée la mélatonine? Dans les mitochondries. Dans notre question qu'on est en train de traiter, dans la mitochondrie des pinéalocytes. OK? Qui sera stimulée par notre pas numéro 3. Vous ne pouvez pas stimuler la production de mélatonine si vous avez illumination. Illumination. Une personne qui ne dort pas bien, elle doit, quelques heures avant 22 heures, mettre sa maison en lumière rouge ou jaune. Qu'est-ce qu'elle fait? Tout le contraire. Elle regarde les lumières bleues de son portable, elle regarde les lumières bleues de son ordinateur, elle met dans la cuisine tout bien illuminé, sa salle de bain, je ne parle même pas. Comment vous voulez stimuler la glande pinéale? Comment? Dites-moi. Donc, pour ce genre-là, ah oui, mais cette personne habite avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec cette problématique. Elle peut se mettre une lunette ambar qu'on peut acheter qui commence par A et termine par N. Par Internet, vous pouvez acheter une lunette ambar. C'est un peu cher. Ou elle peut mettre des abat-jours avec des lumières rouges, maxi jaune, pour créer cette ambiance pour pouvoir dormir. Et là, on est dans l'induction. Mais si c'est une personne qui va se réveiller au milieu de la nuit, regardez bien, elle se réveille au milieu de la nuit, donc on sera dans la phase, pas d'induction, on sera dans la phase maintenance du sommeil. Mais la question, avant que vous donniez votre plante, là, valériane et compagnie, ou votre benzodiazépine, vous allez vous poser une question. Pourquoi cette personne se réveille au milieu de la nuit? Est-ce qu'elle a une inflammation chronique? Est-ce qu'elle est réveillée par une inflammation? Est-ce qu'elle est réveillée par un problème de prostate? Est-ce qu'elle est réveillée? Il y a plusieurs raisons que cette personne peut se réveiller.
est-ce qu'elle se réveille une fois et après elle dort? Ah ben alors, c'est pas un insomnie, ça. Et l'horloge biologique dans tout cela. Tout à fait, tout à fait. Le problème, c'est qui parle? Zahra. Le problème, Zahra, c'est que ici, en ce moment, je n'ai pas la personne devant moi. Donc, la majorité de personnes travaillent dans cette pyramide que je suis en train de vous expliquer. Mais quand je fais mon questionnaire, je sais bien comment fonctionne l'horloge biologique. Et je peux vous assurer, Zahra, que par mon expérience personnelle, la majorité de personnes ont à peu près, je ne parle pas des Asiatiques qui habitent dans un autre contexte, je parle de l'Europe, de Western life, ok? Ont à peu près ce type de horloge biologique. Et déjà, on va commencer pour ça. Une autre chose que vous aimez donner, c'est la mélatonine elle-même. Pourquoi vous faites ça? Vous donnez 2, 3, 4 mg de mélatonine à une personne que vous n'avez posé aucune question. Et la majorité de personnes n'ont pas un problème de déficit de mélatonine. Non. Ils ont un problème d'éducation, d'hygiène de vie. La majorité. La majorité des personnes ne sont pas malades. Dans tout ce qui est maladie, la majorité des personnes sont bien, heureusement. La majorité des personnes n'ont pas de déficit. À chaque fois que vous regardez une personne, vous pensez qu'elle a déficit de mélatonine. Non. Peut-être elle a d'autres questions. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut travailler. Valérie, donc je prends le train de 22 heures. Exactement. Réveil dans la nuit, dans la dépression. Là, vous voyez, je veux pas... Comment vous voulez régler un problème de sommeil? La personne est en dépression. Là, on mélange tout là. OK? Je suis en train de découvrir pourquoi Isabelle, anxiété et déficit en sérotonine, pas toujours. Ce n'est pas tout le monde qui est anxieux qui a un déficit de sérotonine. Hein? Pas du tout. Hein? Non. Déficit à partir de 60 ans, j'ai 60 ans. Ce n'est pas obligatoire, Isabelle. Ce n'est pas obligatoire. Ne partez pas déjà avec tous les déficits. Partez avec une bonne hygiène de vie et de sommeil, pardon, et vous allez voir qu'est-ce que ça donne. C'est ça que je suis en train de vous dire, tout simplement. Donc, le pas numéro 3 est pas d'ordi, pas de lumière bleue, pas aller à la salle de bain au milieu de la nuit, dans une salle de bain que vous allez appuyer sur le bouton et tout va s'illuminer. Pas non plus de se préparer tout ça dans votre chambre et aller brosser votre dent et il y a de la lumière partout. On va mettre tous ces éléments du côté de la personne qui a une difficulté de sommeil, soit difficulté d'induction, de maintenance ou de réveil. OK? Bon, il y a beaucoup plus de choses que ça hein, dans l'étude du sommeil, mais je suis en train de vous donner la base. Je vous avais dit qui est la base. Alors, après, on va passer à notre quatrième point, l'alcool. L'alcool. Il y a des personnes qui vont associer l'alcool avec dormir. Elles vont dire, non, si je bois un verre de vin, si je bois je ne sais pas quoi, je dors bien. Alors, écoutez bien, cette personne, quand elle prend l'alcool, elle est en train de faire quoi? Relaxation. Elle est en train de baisser les niveaux de catécholamine. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train, cette personne-là, elle est en train de traiter son stress avec de l'alcool. Elle est en train de traiter ses angoisses avec de l'alcool. Et qu'est-ce que je peux vous dire par là? Une personne qui prenne 3 fois par semaine de l'alcool, si vous faites les comptes, elle va passer la moitié de sa vie en train de prendre de l'alcool. OK?
et faire un traitement, proposer un traitement fondé sur l'alcool, et ça ne va pas régler son sommeil. Pourquoi? Parce que, ok, ça fait une relaxation, ça, je n'ai rien à dire, mais le problème, c'est qu'il diminue la production de mélatonine. L'alcool diminue la production de mélatonine. Et pour cela, vous devrez comprendre comment c'est la production de mélatonine à partir de tryptophane, hydroxytryptophane, après sérotonine, qui c'est la tryptamine, jusqu'à la mélatonine. Et vous allez comprendre qu'est-ce qu'on a besoin en termes enzymatiques, qu'est-ce qu'on a besoin en termes de nutriments, micronutriments. Je parle il y aura une décarboxylation où j'ai besoin de B6, toujours, décarboxylation B6, j'ai besoin de B5, j'ai besoin de pas mal d'ingrédients pour que cette mélatonine se forme. Et l'alcool va mettre tout ça en danger. Déjà, parce que quand on parle d'alcool, on parle de quoi? Détoxification du foie. On parle de phase 1 et de phase 2. C'est pareil pour le café. Je vais vous parler de ça à la fin. Pas numéro 5, la température. La température, pour quand on dort, il y a une baisse de la température corporelle. Et là, on a un problème, par exemple, avec les femmes ménopausées. Parce que vous savez que le centre de température de la femme ménopausée, parfois, va intervenir avec, vous savez, qui va donner la question de la bouffée de chaleur. C'est un à côté de l'autre. Et là, qu'est-ce qu'il faut recommander à cette femme? Du bain froid avant de dormir. Du bain froid pour tout le monde? Non, parce que si j'ai une patiente qui a une hypothyroïdie, qu'est-ce que vous allez recommander? Vous allez recommander pas du tout, rien du tout. Vous allez résoudre son problème de sommeil en prenant en compte l'hypothyroïdie. Parce qu'une personne qui est frileuse, qui pendant l'été, elle a besoin de mettre des chaussettes parce qu'elle a froid, ça veut dire que sa thyroïde est dégringolée. Ou elle a un problème vasculaire. On est d'accord. Donc, on va recommander ce bain froid aux personnes qui ont, la naturopathie connaît ça bien, ceux qui sont sanguins. Le naturopathe connaît ça. Ceux qui sont frileuses, on ne va pas recommander un bain congelé. Mais pour ceux qui sont du type sanguin ou qui ont une température plus haute, parfois ils ont fait même de l'activité physique que je viens de vous dire, il faut baisser la température du corps. OK? Tout à fait. Température, aération de la chambre, parfait, parfait, tout à fait. Alors, donc ce qui est important, c'est qu'il faut baisser la température du corps. Et pour baisser un bain froid, c'est bien. Mais ce n'est pas que ça, parce qu'il y a, comme a dit Zahra, je crois, il y a l'aération de la chambre et la température de la chambre, qui doit, selon les études, là je parle des études, rester entre 18 à 21 degrés. Il y a des gens qui vont dormir mieux avec 18, d'autres avec 19, d'autres avec 20. OK? Donc, vous allez poser toutes ces questions avant de dire la plante, de dire je ne sais pas quoi à votre patient. Parce que s'il n'implémente pas cette hygiène de sommeil, c'est mort. Votre plante ne va rien faire. Vous avez compris? Ni votre magnésium, ni quoi que ce soit. Alors, on va arriver à un problème compliqué, qui c'est l'alimentation. L'alimentation est quelque chose de très particulier parce que ça va dépendre de la biochimie de chaque personne. Et comme je déteste donner des protocoles ou dire faites comme ça ou faites comme ça, je vais ici travailler un raisonnement avec vous. D'accord? Un raisonnement. Le raisonnement, c'est que déjà, pour savoir
si une personne a un problème de sommeil, il faut prendre l'étiologie du problème. L'âge. Est-ce que la personne a du bruxisme? Rangement de dents. Est-ce qu'elle est anxieuse? Est-ce qu'elle a du stress? Est-ce qu'elle a de l'apnée? Est-ce qu'elle s'hydrate? Est-ce qu'elle regarde la télé? Tout ce que on a parlé. Mais est-ce que vous avez établi cette alliance thérapeutique avec votre patiente? Phase 2, je suis en train de répéter. La maintenance du sommeil. Est-ce qu'il y a un problème de prostate? Est-ce qu'il y a un problème inflammatoire? Est-ce qu'il y a stress? Pic de mélatonine contre pic de cortisol. Ça ne va pas. Mélatonine haut, cortisol bas. Cortisol bas, cortisol haut, mélatonine. C'est comme ça que physiologiquement, la chose doit fonctionner. OK? Phase 3. La personne se réveille très tôt. Je vais parler de l'alimentation, 2 secondes. La personne se réveille très tôt. Pourquoi? Pourquoi? Il y a plusieurs possibilités. Elle se réveille tôt parce que c'est une personne âgée. Quand elle était jeune, elle était déjà petit dormeur. Quand elle était jeune. Et là, la chose a s'empiré. Quel est son problème? Aucun. Aucun problème. Le problème, c'est qu'elle dort. Il y a des gens qui dorment. J'ai des patients comme ça. Ils dorment à 22 heures et ils veulent se réveiller à 9 heures. Ce n'est pas possible. Plus vous êtes jeune, plus vous allez avoir besoin de sommeil. Plus vous êtes âgé, moins vous allez dormir. Mais il y a de gros dormeurs chez les personnes âgées et il y a de petits dormeurs. Donc, parfois, c'est qu'une question d'acceptation. Elle dort à 22 heures et elle se réveille à 5 heures. Elle se réveille bien. Elle n'a pas de problème. Tout va bien. Pourquoi il faut absolument dormir après 5 heures? Et il y a une histoire que je ne sais pas si je vous ai dit, c'est qu'il y a c'est une métaphore, que les personnes âgées, déjà, quelle est la définition de personnes âgées, n'est-ce pas? Mais que les personnes, on va dire, comme moi, plus de 60 ans, si on regarde la pyramide de la vie, il y a la montée, il y a le vertice de la pyramide, et après, il y a la descente jusqu'au moment que tout va s'éteindre, la lumière de la vie. Et il y a une explication que les personnes qui gagnent en l'âge, elles perdent un peu de sommeil pour qu'elles puissent profiter plus de la vie. Je trouve ça très beau. J'ai déjà dit ça quelque part dans mes lives et dans mes formations. Mais pour ceux qui n'ont jamais écouté, je trouve ça très bien. Je vais parler de l'alimentation du soir, ne vous inquiétez pas. Parce que pour expliquer l'alimentation du soir, je vais vous expliquer la synthèse de la mélatonine rapidement. Donc, la mélatonine, 5% de cette mélatonine, qu'est-ce que c'est la mélatonine déjà? La mélatonine est un neurohormone. OK? Elle a plusieurs actions, des actions que vous imaginez même pas. Mais c'est très beau, n'est-ce pas, Rabat? Exactement. Alors, on va partir pour produire cette mélatonine au niveau de notre glande pinéale, de notre pinéalocyte, à partir du tryptophane. On a besoin de cet acide aminé essentiel. Essentiel, ça veut dire qu'on ne produit pas nous-mêmes, qui s'appelle tryptophane. Du tryptophane, on passe à l'hydroxytryptophane. Pour passer de tryptophane à hydroxytryptophane, j'ai besoin de ça s'appelle BH4, tétrahydrobioptérine. C'est une molécule qui va faire cette hydroxylation du tryptophane. Une fois que j'ai mon hydroxytryptophane, je vais construire ma 5-hydroxytryptamine. 5-hydroxytryptamine, Elisa, je ne comprends rien.
Ça veut dire qu'il y a eu une hydroxylation au niveau du carbone 5 dans cette endoléamine qui est le tryptophane. Si vous ne connaissez pas ça, ce n'est pas grave. Mais je vais dire, ce n'est pas grave. Vous allez connaître un jour. Mais cette 5-hydroxytryptamine s'appelle sérotonine. Mais le plus intéressant, c'est maintenant. C'est que la sérotonine, pour devenir mélatonine, elle a besoin d'une 5-méthyltransférase. Ça veut dire que je vais rajouter un radical méthyle. À chaque fois que je rajoute un radical méthyle, c'est la méthylation. Et pour la méthylation, j'ai besoin de B12, j'ai besoin de B9, j'ai besoin de B6 à la base. Si je méthyle mal, je dors mal. Vous voyez que la problématique est encore plus complexe. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ce tryptophane, déjà, qui est la brique pour faire la mélatonine, il est en compétition avec d'autres acides aminés. Les acides aminés qui s'appellent acides aminés branchés, qui sont leucine, isoleucine et valine. Et quelques noms. Et les acides aminés, qui sont les acides aminés qu'on appelle aromatiques, tyrosine et phénylalanine. Et où est-ce qu'on trouve? Regardez comment on va penser à l'alimentation. Je vous dis que le tryptophane rentre en compétition. Je veux le soir tryptophane. Mais le tryptophane, il est en compétition pour passer ma barrière hématocéphalique avec le acide aminé branché, leucine, isoleucine et valine et les acides aminés aromatiques, tyrosine et phénylalanine. Où est-ce qu'on trouve ces acides aminés? Dans les protéines, l'œuf, viande et poisson. Donc, qu'est-ce que c'est plus intéressant de manger le soir? Le glucide, le bon glucide, patates douces, céréales. Vous voyez, à la place de manger céréales, qui c'est augmentation de l'insuline, on le sait. À midi, on va laisser le matin et le midi pour les protéines. Là, je considère que sous le point de vue sommeil, s'il vous plaît. Ne commencez pas à me poser des questions. Mais si la personne, je n'ai pas un cas clinique devant moi, je n'ai pas mis cette personne dans la matrice. Je suis en train de sortir une problématique qui c'est le sommeil et en train de vous montrer que sous le point de vue sommeil, on doit manger plutôt du glucide lent le soir. Ce n'est pas en grosse quantité parce qu'il faut aussi manger moins. Pourquoi il faut manger moins le soir? Parce que vous allez dormir. Vous allez faire votre digestion en train de dormir. Non, il faut arrêter de manger 2 heures avant de dormir. 2 heures avant de dormir. Est-ce que vous faites tout ça? Est-ce qu'Elisa fait tout ça? Si vous avez un problème de sommeil, vous n'avez pas le choix. Il va falloir faire ça. Il n'y a pas que ça. Je parlais de l'alimentation. Est-ce qu'on a besoin de sérotonine du cerveau et de... Oui. Mais ne parlez pas de sérotonine. Je préfère que vous me parlez de tryptophane en ce moment-là. Et là, je vais vous expliquer une autre chose. C'est que le tryptophane, est-ce que vous donnez du tryptophane à vos patients? Vous avez répondu non. Ma question maintenant est pourquoi? Ici, c'est un cours, une formation. Donc, Clémence, oui. Rabat, oui. Hélène, non. Je voudrais savoir ceux qui ont dit non, pourquoi? Ceux qui ont dit oui, pourquoi? L'importance de la connaissance de la biochimie. Vous allez noter ce que je vais vous dire là. Je vais dire très lentement. Si on prend que du tryptophane, on a 2 voies. Une voie qui va vers les 5 tryptophanes et on a une voie qui va vers la voie de la kynurénine. Pourquoi il ne faut pas
prescrire le tryptophane, qu'on voit beaucoup de gens faire ça, parce que le tryptophane a le danger de prendre la voie de la kynurénine. Cette voie de la kynurénine, est-ce que c'est clair maintenant? Cette voie de la kynurénine est la voie qui va activer deux enzymes, TDO et IDO. IDO est activé par une inflammation et TDO est activé par le stress. Et elle peut être activée aussi parce que vous avez donné du tryptophane. C'est clair maintenant? Le point de départ est le 5-hydroxytryptophane. Pas tout le temps. Ça, c'est une fois qu'on a établi l'hygiène de vie de notre client ou de notre patient. Ça, c'est la dernière phase. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah, j'allais dire que ce qui va effectivement activer la IDO, cette enzyme, c'est la présence de cytokines inflammatoires, comme interleuquine 1, interleuquine 6, TNF-alpha. Ça veut dire quoi? Qu'une personne, par exemple, qui a une polyarthrite rhumatoïde, elle a une tendance de prendre toujours la voie de la kynurénine. Vous comprenez de quoi je parle? Pas de tryptophane, tout à fait, pas de tryptophane, sauf dans l'alimentation. Dans l'alimentation, il y a une synergie, il n'y a pas de problème. Tout est bon, tout le monde a compris. Donc la question est, vous donnez du 5-hydroxytryptophane? Si vous donnez, attention. Attention pourquoi? Parce que avant, vous allez travailler quoi? Les 7 pas fondamentaux du sommeil parfait. C'est ça que vous allez faire. Je vais répéter pour finir mon histoire. Pas numéro 1, gérer les émotions. Pour tout ce qui est stress, pour tout ce qui est anxiété. Pourquoi? Parce qu'il faut baisser les catécholamines. Pas numéro 2, question d'horaire. Pyramide, moment de pic de la mélatonine. Le pic, le vertice, le maximum de la mélatonine, c'est à 2 heures du matin. Et restez avec l'idée du train que je vous ai expliqué. Troisième point, illumination. Illumination, éviter lumière blanche, lumière bleue. Lumière blanche, elle est similaire à lumière bleue. Maison avec du rouge, du jaune, lunettes. Pas d'ordi, pas de salle de bain avec trop d'illumination. Pas numéro 4, pas d'alcool. Besoin d'alcool pour relaxation, vous êtes en train de traiter votre stress, votre anxiété avec de l'alcool. Ce n'est pas une bonne option. Pas numéro 6, alimentation, compétition de tryptophane avec les acides aminés branchés et avec les acides aminés aromatiques, tyrosine, phénylalanine, isoleucine, leucine, valine. Où est-ce qu'on trouve ça? Dans les protéines, les viandes, les œufs et tout ça. Qu'est-ce que c'est mieux alors? De prendre du glucide lent, pas énormément, 2 heures avant de dormir, et voilà. N'oubliez pas non plus d'hydrater 2 heures avant. Il y a des personnes qui vont s'hydrater à l'heure de coucher et ils vont se réveiller. Et là, ils vont perdre le temps parce qu'ils vont se réveiller au moment de la maintenance. N'oubliez pas de poser toutes les questions par rapport à ce sommeil. Est-ce qu'il y a des problèmes de prostate? Est-ce qu'il y a des problèmes inflammatoires? Est-ce qu'il y a de l'obésité? Est-ce qu'il y a tout ça? Sinon, vous n'allez pas résoudre. Et j'étais au pas numéro 4. Pas numéro 5. Température. Température corporelle et température de la maison, température de la chambre. Pas numéro 7. Une option, méditation, musique tranquille, méditation guidée avant de dormir. Ça, je laissais pour la fin parce que c'est la cerise sur le gâteau. Méditation, c'est une excellente option. Il y a plusieurs types de méditation. Parfois, on dit méditation, la personne pense déjà, on peut même faire de la méditation avec les yeux ouverts, n'est-ce pas? Numéro 5, la température. La température. Tout est bon? Numéro 6, l'alimentation. Numéro 7, la méditation. N'oubliez pas qu'il y a phase 1, phase 2 et le réveil. Le réveil, ceux qui réveillent trop tôt, peut-être c'est physiologique, peut-être c'est cortisol, très haut. OK? Donc, on va regarder la surrénale.
Est-ce que pour tout le monde, ça va? J'adore ce type. Est-ce que vous avez expérimenté aujourd'hui un nouveau format de notre 19-29? Est-ce que ça vous plaît? On va varier. On va faire comme ça. On va faire plusieurs choses. On va faire comme ça. On va faire devant le tableau et on va faire avec notre PowerPoint. Est-ce que ça va? Fatima, vous avez le droit de prescrire les choses une fois que vous allez travailler le sol, que vous avez travaillé tous les sols, que vous avez vraiment, faites-moi confiance, travaillé les racines. La supplémentation, pensez comme ça, la supplémentation, elle est exactement, elle a la même valeur du médicament. Je sais que je dis quelque chose que vous allez dire, oh, c'est court, parce que une personne, elle ne peut pas passer sa vie en train de prendre des gélules et des pilules. Vous comprenez ça? Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci. E vem comigo. Vem comigo.